Bon, cette conférence est issue d'un article que j'avais écrit juste avant l'élection présidentielle en ce qui concerne la nature même des institutions de la Ve République. Je l'ai préparé avec un format. J'ai préparé cette conférence avec un format qui correspond davantage à une conférence le matin, comme on fait d'habitude dans nos traditions, et puis suivi d'un repas. Donc, comme il est tard le soir, je vais essayer de condenser les choses sur. Je vais m'attarder sur la nature des institutions de la Ve République, mais je vais essayer de condenser sur la laïcité, les enjeux par rapport au régime dans lequel nous vivons actuellement depuis maintenant 1958. Je ne peux pas parler de la Ve République sans parler de son illustre fondateur, Charles de Gaulle, dont tout le monde connaît les idées politiques. Donc, je vais commencer par une citation de Charles de Gaulle en juin 1958, qui dit la chose suivante. Vais-je m'en tenir à rétablir dans l'immédiat une certaine autorité du pouvoir, à remettre momentanément l'armée à sa place, à trouver une cote mal taillée pour atténuer quelque temps les affres de l'affaire algérienne, puis me retirer en rouvrant à un système politique détestable une carrière à nouveau dégagée? Ou bien vais-je saisir l'occasion historique que m'offre la déconfiture des partis pour doter l'État d'institutions qui lui rendent, sous une forme appropriée au temps moderne, la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans. Voilà ce qu'écrit Charles de Gaulle. Or, c'est une simple opération arithmétique qui nous permet de révéler la vraie pensée politique de Charles de Gaulle, à savoir que 1958 moins 1789, ça fait 169 ans. Donc, il considère que la France est privée de stabilité politique depuis l'éclatement de la Révolution française. Et donc, il cherche à fonder un régime qui lui redonne cette stabilité. Pour quels intérêts? On va le voir. Donc, on ne peut que réfléchir à ces questions à la lueur de l'histoire de France. Donc, quels sont les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif depuis la Révolution française? Voilà la première question à laquelle on va essayer de répondre. Quels sont les modèles historiques sur lesquels se fonde la Ve République? Il y a ça aussi. Comment, depuis les débuts de la Ve République, le seul objectif du pouvoir a été de museler la classe ouvrière, les salariés, et de remettre en question les conquêtes sociales des salariés. Et enfin, on évoquera les différentes façons d'aborder les rapports entre l'État et les religions depuis la Révolution française jusqu'à l'adoption de la loi de 1905. Et comment cette Ve République, depuis ses débuts, a remis en cause les conquêtes démocratiques de la loi de 1905. Donc, on est en pleine Révolution française. En août, l'Assemblée nationale vote le décret du 4 août d'abolition des privilèges de la noblesse, et le 26 août de la même année, l'Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le roi Louis XVI refuse de signer l'application de ce qu'a décidé l'Assemblée nationale. Donc la situation est bloquée. D'accord? Alors je ne vais pas revenir sur la constitution de l'Assemblée nationale, les États généraux et tout ça, mais les rapports entre le pouvoir législatif représenté par l'Assemblée nationale et le roi, qui est le pouvoir exécutif, sont bloqués. Et qu'est-ce qui va décider du déblocage? Eh bien, c'est en octobre 1789, la marche des femmes sur Versailles. Le roi est obligé de céder sur tout. Sur tout. Y compris sur son retour à Paris, où il doit abandonner le château de Versailles pour venir s'installer au palais des Tuileries. Et donc l'Assemblée nationale va siéger à la salle du manège. Et à ce moment-là, on a un clivage qui s'accentue. C'est-à-dire que le clivage qui avait commencé avant la marche des femmes sur Versailles, c'est le clivage gauche-droite. Ceux qui se placent à gauche du président de l'Assemblée nationale sont ceux qui refusent de donner son veto au roi. Ceux qui se placent à sa droite sont ceux qui acceptent de donner le droit de veto au roi. Et donc, depuis lors, c'est le clivage entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que la droite, ça représente la prépondérance du pouvoir exécutif, et la gauche, ça représente la prépondérance du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Très important quand on voit la façon dont fonctionnent les institutions de la Ve République. Et donc, à partir de ce moment-là, comme les secteurs les plus conservateurs de la société française, y compris dans la bourgeoisie révolutionnaire elle-même,
ont eu peur de cette irruption du peuple sur la scène de l'histoire, à chaque fois, ils vont essayer de faire en sorte qu'un pouvoir exécutif fort puisse contenir l'élan révolutionnaire du peuple. Et pour réaliser cet objectif, eh bien, il y aura eu à cette époque-là qu'une issue politique, c'est-à-dire la guerre contre quasiment tous les autres pays européens, qui a fait surgir un pouvoir militaire en la personne de Napoléon Bonaparte. À partir du coup d'État du 18 Brumaire, de l'an 8, il me semble, et je dois avoir la date quelque part, novembre 1799, voilà. Et donc là, je vais repasser à une autre citation de Robespierre. Si l'un de ces généraux est destiné à remporter quelques succès apparents, qui je crois ne ça. Alors c'est une, je m'arrête là, je vais la reprendre. C'est une citation, un discours dans un discours de Robespierre contre la guerre à l'Assemblée nationale, juste avant qu'elle n'éclate en avril 1792. Et Robespierre dit la chose suivante. Si l'un de ces généraux est destiné à remporter quelques succès apparents, qui je crois ne sera pas fort meurtrier pour les émigrants, ni fatal à leurs protecteurs, quel ascendant ne donnera-t-il pas à son parti? Quel service ne pourra-t-il pas rendre à la cour? C'est alors qu'on fera une guerre plus sérieuse aux véritables amis de la liberté, et que le système perfide de l'égoïsme et de l'intrigue triomphera. L'esprit public une fois corrompu, alors jusqu'où le pouvoir exécutif et les factieux qui le serviront ne pourront-ils pas pousser leurs usurpations? Alors là, on voit bien, pour moi, on voit bien l'intelligence politique de Robespierre et comment cette intelligence politique lui a permis de prédire les événements, c'est-à-dire prédire l'arrivée d'un pouvoir militaire fort. Et donc, vous connaissez l'histoire, il y a des années de guerre, et puis finalement il y aura la défaite de Napoléon Bonaparte à Waterloo et le retour de la monarchie en France. Donc il est exilé à Sainte-Hélène, et il y a quelqu'un qui vient le voir, un comte occitan qui était pro-Napoléon, qui vient le voir, qui vient passer quelques années ou quelques mois avec lui, juste avant qu'il ne meure, et avec les entretiens, dans les entretiens avec ce qui s'appelait De Las Casas, dans ces entretiens avec lui, De Las Casas écrit un livre qui s'appelle Le Mémorial de Sainte-Hélène. Et là, c'est le testament politique de Napoléon Bonaparte. Il expose donc sa vision du pouvoir politique. Il défend une conception de la souveraineté populaire, mais la souveraineté du peuple est incarnée par le chef de la nation, donc par l'empereur, lui. Voilà. Et Bonaparte insiste sur l'importance que le pouvoir politique soit plus fort que le pouvoir exécutif soit plus fort que le pouvoir législatif, et que le pouvoir législatif est subordonné. Et même Napoléon méprise déjà le système des partis. C'est-à-dire que les partis, les factions, ça doit être éliminé parce que la nation doit être unie sous l'égide d'un seul chef. Voilà. Et on le verra après. Après le coup d'État de son neveu ou son petit-neveu, je ne sais plus, puisqu'après Napoléon III instaura le Second Empire, où les ministres ne sont pas responsables devant le corps législatif, c'est-à-dire le pouvoir législatif, mais ils sont responsables directement devant l'empereur. Donc en fait, c'est l'empereur qui dirige ses ministres, et le gouvernement n'est pas contrôlé par le pouvoir législatif. Et après, vient la Ve République, qu'on connaît tous, puisqu'on y vit encore, et qui est née dans le contexte de l'enlisement du pouvoir dans la guerre coloniale en Algérie, qui se voulait, un pouvoir qui voulait intégrer les organisations, non seulement mettre à distance les partis de la prise de décision, mais intégrer les organisations, notamment les organisations syndicales, au pouvoir politique lui-même, à l'appareil de l'État lui-même, comme on l'a vu dans le référendum de 1969. Alors, mais lui qui voulait créer un pouvoir politique stable, il a échoué, parce qu'il y a eu mai 68. Parce qu'il y a eu mai 68, et on a refusé, avec le double non au référendum, on a refusé le passage vers un État corporatiste
où les organisations syndicales feraient partie de l'appareil d'État. Et puis après, on est venu à la période actuelle, c'est-à-dire une période de décomposition de plus en plus accentuée du régime et une contestation de plus en plus accentuée du régime aussi. Parce qu'est venu le... Alors j'avais intitulé cette partie-là « Ce siècle avait 2 ans » en référence au poème de Victor Hugo. Déjà, Napoléon percé sous Bonaparte. Et donc, en 2002, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on se retrouve avec un président de droite sortant face à un candidat d'extrême droite. Et puis, là, c'est la capitulation totale de quasiment toutes les organisations de la classe ouvrière. Les syndicats, les partis. Tout le monde a lâché l'affaire et tout le monde a appelé à voter pour Chirac. Et on s'est retrouvé, eh bien, avec, à la suite, il y a eu une majorité absolue de droite qui a mis en... Bon, déjà, les précédents du Parti Socialiste s'étaient bien chargés de faciliter les choses, notamment avec les privatisations des grandes entreprises publiques, mais on a eu toute une série de reculs sociaux dès lors que la droite avait le pouvoir absolu dans le pays. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a, après, avec l'avènement de Macron, mais on l'a vu avec Sarkozy, on l'a vu avec Hollande, on voit que le peuple n'est plus souverain. Le peuple n'est plus souverain. Et depuis quelques années, on voit une montée des mobilisations qui n'arrive pas à son achèvement, mais une montée de plus en plus puissante des mobilisations, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, où le peuple exprime non seulement des revendications matérielles, sociales, mais aussi des revendications démocratiques. Et à chaque fois, on leur oppose le mépris. Hein, c'est tous une bande de fachos, ou que sais-je encore. Et là, j'en viens à la laïcité. Alors j'accélère, hein, je suis en train d'accélérer, je vais faire le plus pour qu'on puisse passer au débat. Et donc là, ben, à chaque fois que je change de chapitre, il y a une petite citation. Là, je vais vous citer Jaurès. Jaurès, lors des débats à l'Assemblée nationale pour l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. Alors Jaurès dit la chose suivante, le 21 avril 1905. C'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté, c'est en respectant dans la limite même de leur fonctionnement les principes d'organisation des églises qu'ils ne deviennent plus qu'un des éléments de la liberté civile générale, et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes, travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée, c'est par là, et non pas par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Et donc, on sait bien que Jaurès avait écrit un immense ouvrage qui s'appelait L'histoire socialiste de la Révolution française. Donc, c'était un fin connaisseur de la Révolution française. Je pense, c'est mon interprétation personnelle, excusez-moi, je pense que quand il dit schismes incertains, il se réfère à la constitution civile du clergé en 1789 et le fait que c'est arrivé, ça a conduit à un échec total et à la Révolution s'ajoutait une guerre civile pour des motifs religieux qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, je résume tout doucement, il y a un courant religieux qui vient de très loin, enfin, religieux et politique qui vient de très loin en France, au moins de la fin du Moyen-Âge avec Philippe le Bel, qu'on appelle le gallicanisme. Alors, le gallicanisme, c'est la volonté d'émanciper l'Église de France de la tutelle de Rome. Voilà. Et avec la constitution civile du clergé, ce courant politique et religieux trouve une résurgence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les prêtres sont sous l'autorité de l'État et non plus du Vatican, eh bien, ça crée un schisme entre les prêtres. Ça crée un schisme entre les prêtres qu'on appelait réfractaires à l'époque, qui refusaient de prêter le serment sur la Constitution, et les prêtres qui acceptaient donc de prêter serment sur la Constitution et d'être donc dans une église de France qui serait indépendante de celle du Vatican. On n'appelait pas le Vatican à l'époque, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, à ce moment-là, naturellement, le pape de l'époque, Pie VI, condamne la constitution civile du clergé, essaye par son nonce apostolique de faire en sorte que Louis XVI ne signe pas le décret d'application, mais ça ne marche pas. Et donc,
eh bien, cette guerre civile due au conflit entre ceux qui sont fidèles à l'Église de Rome et ceux qui veulent la constitution civile du clergé arrive à un point de non-retour avec des massacres de part et d'autre. Vous connaissez l'histoire de la Vendée. N'oubliez pas de rallumer votre téléphone portable à la fin de la réunion. C'est possible. J'ai oublié que je l'avais. Ah, putain. Il nous emmerdera plus. Voilà. Bon, le mien est en silencieux. Alors, donc, à l'été 1794, pardon, il y a la chute de Robespierre et de Saint-Just, et puis donc on rentre dans la Convention thermidorienne et la Révolution française commence à reculer. Et puis, paradoxalement, c'est cette Convention thermidorienne, donc plus conservatrice que le pouvoir qu'il y avait auparavant, qui décide de façon pragmatique d'opérer en 1795 la première séparation des églises et de l'État de l'histoire de France. Donc simplement, bon, elle était un peu plus rude dans le sens où, par exemple, ils interdisaient aux prêtres de s'habiller en soutane dans la rue, etc. Et le culte était vraiment confiné au sein des églises. Mais c'était une première avancée vers une séparation, disons, équitable. Et passe le temps, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État en 1799 et il remet en cause cette première séparation des églises et de l'État en mettant en place le Concordat en 1801. Alors il y avait déjà eu un premier Concordat sous lequel la France avait fonctionné avec l'Église pendant des années. C'est le Concordat de Bologne, conclu en 1519 entre le roi François Ier de l'époque et le pape de l'époque. D'accord ? Donc le Concordat est abrogé de fait, le Concordat de Bologne est abrogé de fait par la constitution civile du clergé et ensuite par la première séparation des églises et de l'État. Donc Napoléon, ce qu'il fait, c'est remettre en place un concordat entre l'Église catholique et l'État français, et à l'époque c'était une république de nom, puisqu'il allait devenir empereur quelques années plus tard. Et ce nouveau concordat, contrairement au précédent, il reconnaît 4 cultes officiels. L'Église catholique, qui a la prééminence, 2 cultes protestants, le culte luthérien et le culte calviniste, et à partir de, et ça a une importance primordiale, à partir de 1808, le culte israélite aussi, des juifs aussi, mais d'une façon tout à fait spéciale, qui nous intéresse tout particulièrement par rapport à la situation présente en ce qui concerne les musulmans de France. Voilà, parce que le culte israélite ne sera pas traité de la même façon. En plus de, donc déjà le Concordat, c'est un traité entre les églises, ou plus particulièrement l'Église catholique, et l'État. Mais en plus de cet accord, de ce traité, il y a ce qu'on appelle les articles organiques, c'est-à-dire que par ces articles organiques, c'est l'État qui a la prééminence sur les religions pour les contrôler et pour les mettre au service du pouvoir politique du moment. Voilà. Le but de ces articles organiques, c'est faire en sorte que l'État organise le culte. Je fais une petite parenthèse. Par exemple, les évêques des 3 départements qui sont encore sous le Concordat de Napoléon, c'est-à-dire la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sont nommés par le président de la République. Encore de nos jours. C'est le seul endroit de France où les évêques sont nommés par le président de la République. Parce que c'est dans le Concordat de 1800. Voilà. De nos jours, naturellement, ils sont nommés sous proposition du pape, mais ils sont nommés quand même, et ils sont salariés par l'État français. Un évêque, c'est l'équivalent d'un préfet au point de vue de la rémunération. Il faut le savoir. Donc, j'en reviens à l'extension du Concordat au culte israélite. Quand ça a été fait, il y a eu un décret qu'on a appelé le décret infâme. Et alors, ce décret infâme, en fait, il met les Juifs de France
sous la férule et le contrôle total de l'État. Il limite les déplacements des Juifs à l'intérieur du territoire. Ils doivent demander l'autorisation pour quitter leur département de résidence. On interdit aux Juifs la pratique du commerce sans une patente délivrée par le préfet de leur département et un certificat de bonne conduite qui est fourni par le consistoire israélite. C'est-à-dire que le pouvoir politique de l'époque, celui de Napoléon, il fait en sorte que ce soit le culte israélite lui-même qui contrôle l'activité des Juifs. Voilà. Et ça, on l'appelait le décret infâme. D'accord. D'ailleurs, Darmanin, notre cher, je dirais même très cher ministre de l'Intérieur, je l'ai vu, alors je ne saurais pas vous dire sur quelle chaîne, ni quand exactement, mais en tout état de cause, je l'ai vu et entendu dire que son projet de loi séparatisme, en ce qui concerne l'islam, était directement inspiré de Napoléon. Il a juste omis de dire qu'à l'époque, on appelait ça le décret infâme. Voilà. Et donc, ce qui est en train d'arriver avec les musulmans à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose qui arrivait qui est arrivé aux Juifs. Donc, après ce concordat, il faudra attendre 1905, après tous les bouleversements politiques et les changements de régime qu'on a eus, pour se doter de ce qui est, à mon sens, la seule législation rationnelle pour organiser les rapports entre l'État et les cultes religieux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rapport du tout. C'est ça, séparation des églises et de l'État, et l'État ne reconnaît aucun culte. Et donc, sous la Ve République, alors sous la Troisième République, on a vu une laïcisation progressive de l'État. Ça avait commencé par les lois scolaires dans les années 1880. Et ensuite, pour la séparation totale des églises et de l'État, il a fallu attendre 1905. Mais l'école était totalement laïque dès la fin des années 1880. Et donc, cette laïcisation progressive en commençant par l'école et en se terminant par l'intégralité des institutions de la République, on voit qu'en fait, c'est la même logique. Sous la Ve République, c'est la même logique qui s'opère, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'on commence par remettre en cause la laïcité au sein de l'institution scolaire, pour après la remettre en cause au sein de tout l'État. Parce que c'était le 12 octobre 1958, la proclamation de la Ve République, après le référendum où malheureusement il a gagné. Et ce n'est que le 31 décembre de l'année suivante qu'il y a eu la loi Debré qui finance l'enseignement privé, et notamment catholique à plus de 90%. Donc on commence par mettre un cheval de Troie dans l'école pour ensuite grignoter la laïcité peu à peu. Et là, on en arrive. Alors parce que on voit bien que en 1850, donc déjà Louis-Napoléon Bonaparte était déjà président de la Deuxième République. Il y a eu la loi Fallou en 1850. Donc, cette loi Fallou, elle accorde à l'Église un droit de regard sur les contenus des programmes scolaires et un droit d'inspection des curés sur ce que font les instituteurs. Et alors, donc, il y a la loi qui porte sur la laïcisation de l'enseignement scolaire du 28 mars 1882, qui prévoit en son article 3 que sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent au ministre des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées. Voilà, donc on voit bien que la laïcisation des institutions scolaires précède celle des institutions de la République, qui vont la compléter. Et donc, on voit bien que la loi Debré fait machine arrière de façon totalement symétrique. Et enfin, je vais revenir sur l'esprit et la lettre de la loi de 1905, qui en son article 1er précise que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Deux verbes qui sont d'un sens très proche, assurer et garantir.
Mais un sens très proche, ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement synonymes, sinon on aurait utilisé le même verbe. Assurer, c'est-à-dire qu'elle se donne, la République se donne la responsabilité que la liberté de conscience des citoyens est assurée. Elle garantit le libre exercice des cultes, c'est-à-dire qu'elle laisse les cultes s'organiser eux-mêmes librement, sans intervenir ni sur les dogmes, ni sur les rituels, ni sur rien, mais simplement elle garantit que dans l'ordre public, les cultes peuvent s'exercer librement. À titre d'exemple, il y a un article, je ne sais plus lequel, de la loi de 1905, qui considère comme un délit d'interrompre une cérémonie religieuse. Si quelqu'un, excusez-moi de la trivialité du propos, vient foutre le bordel dans une église pendant la célébration d'un office, eh bien c'est un délit parce que ça entrave la liberté de culte des gens, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et et on a cette loi séparatisme qui notamment oblige les associations cultuelles musulmanes de signer un contrat d'engagement républicain. Les associations cultuelles musulmanes. Jusqu'à, donc, il faut adhérer aux valeurs de la République, etc. Il y a notamment dans ce contrat d'engagement républicain quelque chose qui dit qu'il faut que le culte respecte le mariage pour tous. Personnellement, je suis pour respecter que n'importe quel être humain, si c'est son choix, se marie à n'importe quel autre être humain, faisant abstraction totale de leur sexe biologique. Mais on sait bien qu'il n'y a absolument aucune religion monothéiste, mais aucune, parmi les 3 principales religions monothéistes, il n'y en a aucune qui accepte les rapports sexuels entre personnes de même sexe. Donc pourquoi imposer cela au culte musulman, si ce n'est pour subordonner le culte musulman à la volonté de l'État? Voilà. Et donc pour conclure, voilà, j'en aurais fini. J'ai pas abordé la loi de séparation des églises et de l'État de la Commune de Paris. Parce que ça a duré peu longtemps. Et ça n'a pas eu de suite juridique, puisqu'elle a été immédiatement abrogée par la disparition de cette organisation. Et voilà, j'ai pas voulu l'aborder, parce qu'on va peut-être l'aborder dans le débat. Il y a une question que je voudrais vous poser. Qui d'entre vous a lu le roman 1984 de George Orwell? Voilà. Alors, oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le personnage principal écrit un journal. Il se cache, il se planque dans un coin de son appartement, il écrit un journal dans lequel il consigne ses idées. Et en fait, il décrit le régime totalitaire dans lequel il se trouve, et il dit « Je comprends comment, mais je ne comprends pas pourquoi ». Et ça, c'est ce que j'ai laissé au débat. Je pense qu'implicitement, j'ai abordé la question, mais on comprend comment s'opère la remise en cause de la loi de 1905 sous la Ve République, mais le pourquoi, je l'ouvre au débat. Voilà, merci beaucoup. Merci, Paul.